Écoutez, ce que je vous propose, c'est de démarrer sans attendre cette conférence de presse autour d'une proposition de loi que j'ai devant moi qui s'appelle « Lutter contre la chaleur en ville », que j'ai le plaisir de vous présenter ce soir, avec à mes côtés, pour illustrer aussi cette thématique, Agnès Doherty pour Aux Arbres Citoyens Bordeaux Métropole. Merci d'être là, Agnès. Michel Bachoc pour le collectif Amédée Sacré-Cœur, qui nous relatera aussi l'expérience du collectif sur la lutte contre les îlots de chaleur. Je voulais aussi saluer la présence devant moi de Margot Deschênes de la Fondation pour le logement des défavorisés, parce que sur ces thématiques, on a aussi cette fondation qui est très engagée, et je vais en parler notamment dans les textes de loi qui sont en ce moment dans l'actualité. Je voudrais juste vous expliquer en quelques mots la genèse de cette proposition de loi. Contrairement à notre gouvernement qui semble s'apercevoir qu'il y a des épisodes de canicule, qui aurait pu prédire, comme ils nous le disent. On a entendu la ministre Pannier-Runacher nous dire que c'était quand même inédit. Bon, je ne sais pas sur quelle planète ils vivent, mais non, ce n'est pas inédit. Donc c'est un travail de longue haleine que nous avons démarré il y a un peu plus d'un an, avec le travail de Théa Massinger, qui est là aussi, qui était stagiaire dans l'équipe parlementaire en juin dernier, et qui a démarré ce travail, qui a fait un gros travail bibliographique autour de la question des îlots de chaleur, qui a aussi permis de défricher beaucoup des thématiques que nous avions à creuser et les auditions que nous devions mener. Et donc malheureusement, j'allais dire, la dissolution de juin dernier nous a coupé le thermomètre sous le pied et n'a pas pu permettre à Théa de terminer ce travail. Donc voilà, on s'est permis de finaliser ça, et je suis content que Théa soit avec nous pour voir le résultat aussi de son travail. Donc très rapidement, et pour essayer de laisser aussi la place aux gens qui sont à côté de moi pour apporter quelques exemples, une présentation du dispositif que nous avons travaillé ces derniers mois. C'est un dispositif qui se veut être une réponse à l'échelle urbaine large des problématiques d'îlots de chaleur, et plus largement de comment on lutte contre la chaleur en ville et comment on permet aux habitants de finalement supporter ces épisodes de canicule qui seront de plus en plus nombreux et de plus en plus fréquents. Et ça, c'est maintenant documenté. Ils seront de plus en plus nombreux. Ils seront, je ne vais pas vous dire de bêtises, trois fois plus nombreux d'ici 2050, et ils dureront 3 fois plus longtemps en moyenne. Alors, c'est pas juste que c'est pénible à vivre, mais c'est aussi que ça a un coût en santé publique et en vies humaines. C'est-à-dire que là, on sait que Santé publique France nous dit 33 000 décès sont attribuables à la chaleur entre 2014 et 2022, dont plus de 9 000 durant les épisodes caniculaires. Donc c'est pas une mince affaire, c'est pas une petite question, que cette question de la chaleur en ville. Donc à cette échelle un petit peu macro-urbaine, plusieurs propositions, plusieurs dispositifs dans cette proposition de loi. D'abord, et en premier lieu, c'est que les intercommunalités et les communes de grande taille puissent établir une cartographie des îlots de fraîcheur. Ça, c'est la première réponse urgente. Quand on a des phénomènes de chaleur urbaine, des épisodes de canicule, première nécessité, savoir où se réfugier, ou en tout cas essayer de trouver un petit peu de répit pour trouver des îlots de fraîcheur. Et ça, on voit que c'est les premières mesures d'urgence qui sont à mettre en œuvre, tant on voit que la population qui est aujourd'hui exposée à des logements surchauffés est importante. C'est plusieurs millions d'habitants dans notre pays. Ça, c'est les premières mesures d'urgence. Sur la question de ces îlots de fraîcheur, l'article 2 en propose une définition, ainsi qu'une définition des trames vertes urbaines, trames vertes qui, dans la proposition que nous déposons, sont en gros des voies qui aujourd'hui sont occupées par l'automobile, notamment des voies urbaines, qui seront requalifiées en trames vertes par la plantation d'arbres, par le fait de réserver ces voies à des mobilités douces. Et donc en combinant ces deux faits, c'est-à-dire en sortant la voiture de ces espaces, en mettant des arbres et de la végétation dans des fosses continues pour permettre que l'installation des arbres soit efficace,
permet donc d'avoir ces trames vertes. Donc une fois qu'on a défini ces trames vertes, ça permet aussi, dans cette proposition de loi, de définir des trajectoires pour les communes et les intercommunalités pour avoir un certain nombre de ces voies qui soient transformées en trames vertes. Et là, la trajectoire, elle est ambitieuse, mais néanmoins urgente au regard de ce que nous vivons en ce moment. La proposition qui est faite, c'est que 1/8 des voies aujourd'hui ouvertes à la circulation de véhicules motorisés soient en 2030 transformées en trames vertes telles que je vous les ai décrites. 1/5 en 2040 et 1/3 de ces voies à l'horizon 2050. Donc on est dans un processus de transformation urbaine très rapide et très radical, mais qui nous semblait être, au regard des auditions que nous avons eues, absolument indispensable. Ça, c'est pour les trames vertes. Et enfin, et là, je pense que c'est une mesure qui est aussi portée par aux arbres citoyens, avoir une présomption pour tous les arbres qui sont en ville d'espaces boisés classés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que les espaces boisés classés soient définis par les plans locaux d'urbanisme. Et donc nous, on dit, plutôt que d'avoir cette démarche de dire il faut classer tel arbre, telle plantation, tel alignement, mais on part de l'idée que, par défaut, tous les arbres en ville sont des espaces boisés classés, et que donc pour en couper ne serait-ce que le premier, il faut donc demander une dérogation et justifier qu'il y a une raison impérative de se séparer de cet arbre ou de le couper ou de l'abîmer. Et donc ça nous paraît être la sanctuarisation de l'arbre en ville. L'arbre en ville qui est le principal climatiseur le plus efficace, le plus économe. Article 3 de cette proposition de loi, on a essayé de faire un petit peu de cohérence, c'est aussi avoir un plan pluie dans toutes les communes et les intercommunalités qui permet de retrouver des surfaces perméables qui permettent à l'eau de s'infiltrer, non seulement pour alimenter nos trames vertes urbaines, mais aussi pour tous les arbres qui sont encore en ville, et puis surtout ramener de l'eau en ville, parce que les experts nous ont dit que la présence de l'eau en ville est aussi un facteur de rafraîchissement. C'est-à-dire qu'on a pendant de très nombreuses décennies canalisé tous les cours d'eau qui pouvaient traverser nos villes, voilà, pour les cacher, pour des raisons sanitaires à l'époque, sauf que on s'aperçoit qu'aujourd'hui il serait bien utile d'avoir, sous réserve d'avoir des réseaux séparatifs qui soient efficaces, le fait que les eaux pluviales finalement reviennent dans le cycle de l'eau naturelle et irriguent nos villes en y apportant non seulement une recharge des nappes phréatiques, mais aussi de la fraîcheur. Sur le 4e article, là on va rentrer plus dans la question du bâti et de la façon dont nos villes sont construites. Première nécessité quand il y a un projet urbain, maintenant, c'est de demander au maître d'œuvre une étude microclimatique pour s'assurer que cet immeuble construit ici, ce collectif construit là, a un effet positif sur le climat, sur le microclimat dans lequel il s'installe. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir s'assurer qu'in fine, une fois le bâtiment produit et les habitants installés, on n'a pas, par exemple, des rejets de chaleur qui viennent encore dégrader un îlot de chaleur présent, mais qui aient plutôt un effet positif sur le microclimat. Ça, c'est une évidence pour nous, mais je pense que c'est pas aujourd'hui de cette façon-là que les projets d'urbanisation sont construits. Mesure assez radicale de cet article 4, c'est la question de l'interdiction d'utilisation des climatisations telles que nous les connaissons aujourd'hui, ces climatisations énergivores avec des échangeurs air-air, des groupes de froid sur les façades. D'abord parce qu'on sait que pour le coup ils contribuent à créer des îlots de chaleur en rejetant à l'extérieur les calories qui pompent à l'intérieur. Donc ça, c'était un petit cours de thermodynamique pour les nuls que je voulais faire à Marine Le Pen, c'est-à-dire voilà, si vous mettez de la clim à l'intérieur, vous réchauffez dehors, et donc finalement c'est un jeu pas à somme nulle, mais en fait vous réchauffez l'atmosphère de tout le monde pour rafraîchir quelques-uns. Donc interdiction des climatisations sur les installations neuves.
avec la priorisation sur des systèmes de refroidissement passif ou bioclimatique. Il existe des solutions aujourd'hui qui permettent de construire autrement, en tout cas de penser le bâti autrement que par l'adjonction d'une climatisation. Sur la question de la rénovation, c'était un petit peu plus compliqué. Donc là, on propose de la même manière de l'interdire a priori, c'est-à-dire de privilégier les solutions passives et de n'utiliser la question de la climatisation que en dernier recours, quand toutes les solutions techniques auront été épuisées. Donc ça, c'est un changement de paradigme sur la façon dont on doit conduire les rénovations. Je sais que c'est des propositions qui sont portées, et je vais en parler à ce moment-là aussi, parce que cet article 4 et le suivant sont aussi des articles qui font écho à la proposition qui a été proposée par la Fondation pour le logement des défavorisés et qui est soumise à la signature de plusieurs députés de manière transpartisane, et dont j'ai le plaisir d'être un des signataires, et qui est sur ces questions de rafraîchissement et de boueur thermique, priorise aussi d'autres solutions que celles de la climatisation, et notamment la question du déploiement de protection solaire, qui font l'objet du dernier article de cette proposition de loi, l'article 5, déploiement d'un plan volet qui permet d'une manière assez évidente d'éviter le rayonnement solaire sur les bâtiments, de façon à diminuer les températures intérieures. Donc on a dans cette proposition de loi une vision macro, une vision au niveau du bâti qui permet de faire le lien aussi avec cette proposition contre les boueurs thermiques proposée par la Fondation pour le logement, et qui aujourd'hui, sur ces propositions, que ce soit celle-ci ou celle sur les boueurs thermiques, nous semble être une urgence absolue dans la façon dont elles doivent être adoptées et déployées. Voilà ce que je voulais vous dire sur le dispositif. Petite précision sur ces articles 5 et 6 qui concernent le bâti, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Je lançais cette pique sur le plan climatisation du Rassemblement national qui n'a ni queue ni tête. Pour autant, dans l'état actuel des choses, et en attendant que le bâtiment et la façon dont le bâti est conçu, que les choses prennent une autre trajectoire, celle que nous dessinons ici, il y a malgré tout des dérogations qu'il faut penser, notamment sur quelques établissements spécifiques. Alors on pense aux établissements de santé, on pense aux EHPAD, on pense aux écoles, notamment primaires, même si aujourd'hui c'est pas nécessairement la seule solution, puisqu'on sait aussi que sur ces systèmes énergivores, ça c'est aussi les experts qui nous l'ont rapporté, finalement l'adoption de brasseurs d'air, par exemple, permet d'apporter un bien-être à l'intérieur des habitations, à peu près, si ce n'est équivalent, mais en tout cas amenant une température ressentie inférieure de 4 à 5 degrés, avec une consommation énergétique qui est bien moindre. Ça c'est aussi le défaut, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais vous le savez toutes et tous, de ces climatiseurs tels que nous les connaissons, hormis le fait qu'ils renvoient de la chaleur à l'extérieur, consomment une énergie aujourd'hui que nous ne pouvons plus nous permettre de dépenser, notamment parce qu'on a un double problème, ça coûte très cher aux foyers qui s'équiperaient, qui auraient donc, après avoir subi un coup de chaud pendant l'été, subiront le coup de chaud quand ils vont recevoir la facture, qu'ils ne pourront pas l'honorer. Et ça, c'est quand même, c'est pas une petite histoire aujourd'hui. Et puis par ailleurs, l'énergie dont nous disposons pour faire fonctionner ces climatisations, elle est dans notre pays électrique et donc nucléaire, quoi qu'on en pense sur le nucléaire, et que les centrales nucléaires, en ce moment même, sont en train de couper des tranches de production, puisque les fleuves qui sont censés les refroidir sont eux-mêmes à la température supérieure, je disais golfèche, supérieure à 28 degrés, et que donc on a aussi ce problème-là de pouvoir disposer d'une énergie suffisamment abondante pour se permettre de la gaspiller dans des systèmes de climatisation. Tout ça ne tient pas debout, et donc c'est pour ça qu'il faut absolument dessiner d'autres trajectoires sur la question de la gestion de ces épisodes de chaleur intense. Voilà,
en quelques minutes le dispositif tel que nous l'avons imaginé. Juste vous rajouter, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais sans vous le préciser d'une manière plus précise. Certes, ça fait l'objet du travail, je l'ai dit, de Théa, mais aussi de Lucie, Rémi et Élise de l'équipe parlementaire, mais ça s'est appuyé sur un cycle d'auditions où nous avons rencontré des climatologues, des responsables de Météo France, le directeur de l'Office cantonal de l'énergie de Genève, M. Cédric Petitjean, parce qu'il y a une politique très volontaire au niveau de Genève sur cette question-là, des urbanistes, des paysagistes, des professeurs de sciences naturelles qui par ailleurs sont aussi engagés auprès de la sauvegarde des arbres remarquables, mais aussi une docteure en droit public de l'environnement qui nous a bien aidé sur la façon d'articuler nos dispositifs. Et donc je les remercie aussi chaleureusement pour leurs apports experts sur ce texte. Voilà, j'en ai déjà beaucoup dit, j'ai sans doute trop parlé. Et donc je propose à mes deux voisins de prendre la parole pour nous relater un petit peu leurs expériences aux uns et aux autres sur cette question de la gestion de la chaleur en ville. Peut-être on peut commencer par Agnès, Michel, si vous en êtes d'accord. Merci beaucoup. Je trouve que c'est un travail remarquable ce que vous avez fait. Voilà, l'association aux arbres citoyens est née en 2019 de la lutte contre l'abattage des marronniers de la place Gambetta, pour ceux qui ont connu. Et l'énergie qu'avait déployée le collectif s'est dit qu'il n'allait pas rester sans suite, et l'association est née à ce moment-là. Et donc on a pour but d'essayer de défendre, à l'image des marronniers, tous justement les élots de fraîcheur, la biodiversité, les arbres, d'essayer d'être, à chaque fois qu'on entend parler d'un projet immobilier, d'être vigilant, d'intervenir, d'essayer de convaincre sur l'importance de ces arbres, faire de la sensibilisation auprès des enfants, de tout le monde, parce que les gens ne sont pas aussi au courant qu'on pourrait le penser. Et donc quand j'ai vu le projet, je trouvais que c'était vraiment formidable, parce qu'on a besoin de lois pour... même si j'ai entendu parler, par exemple, que les maires pouvaient décider de classer... il y a le maire de Salles, par exemple, dans les Landes ou en Gironde, je sais plus, entre les deux, qui a classé tous les arbres qu'on voyait au PLU. Alors évidemment, justement, éviter de faire ça, c'est encore mieux. Et pouvoir passer à l'étape supérieure, c'est formidable. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des possibilités qui existent, et donc il faudrait que les décideurs s'en emparent. Voilà, donc en tout cas le projet de loi, ça va complètement dans le sens de ce qu'on défend, de pouvoir avoir des outils juridiques pour l'évidence, en fait, parce que c'est du bon sens, c'est à la fois s'approprier l'espace public, parce que le texte ne parle pas aussi de ce que ça permettrait pour la biodiversité, et qui est essentiel aussi, parce qu'on parle toujours de climat, mais la perte de la biodiversité, c'est quelque chose de très grave également. Donc en tout cas, vraiment bravo pour vos recherches, merci pour toutes ces expertises. Je vous avoue que j'ai pas du tout préparé l'intervention, parce que je suis à fond sur un cas très concret. Il y a un projet d'acrobranche au parc Palmer à Senon, qui va privatiser une grande partie du parc, qui va détruire la biodiversité qui est sur un îlot de fraîcheur, qui en plus qui a un espace boisé classé. Donc je ne sais même pas comment ils ont pu obtenir je pense qu'ils n'ont pas l'autorisation, parce qu'ils n'ont pas demandé à mon avis, qui a un espace boisé classé et une réserve naturelle de biodiversité à défendre. Et c'est le petit bois, en fait, au parc Palmer, et un endroit où on peut pique-niquer. Et donc tout ça, ça va devenir un des plus grands parcs acrobranche, et les travaux vont avoir lieu au mois d'août. Alors encore une népsie, parce que normalement au mois d'août, on ne doit pas toucher pour la nidification, etc. Donc on a rendez-vous avec le maire la semaine prochaine, donc je sors d'une manifestation pour éviter ce massacre. Et il y en aura une autre mardi prochain devant la mairie de Senon. Donc voilà, petite info, mais je trouve que c'est quand même bien l'endroit pour parler de ça, tout à fait. Ça, il y a le surf park qui est en train à Canéjan, c'est pareil, c'est une catastrophe. Sur un endroit, cette rivière qui a une réserve incroyable, même le rapport à l'eau, c'est hyper important. Ce qu'ils vont faire, c'est un massacre aussi. Et là, ils sont en train d'attaquer les travaux. Donc, suivez aussi il y a une réunion ce soir aussi. Voilà, et puis on est beaucoup avec le collectif Amélie Sacré-Cœur, parce qu'on avait identifié que le quartier Bordeaux-Sud est un des pires îlots de chaleur de tout Bordeaux, mais donc de toute la région, puisque Bordeaux étant déjà un îlot de chaleur en soi. Donc ça, il y avait des études qui étaient faites, on avait vraiment ciblé, et donc là, le collectif, on essaie d'accompagner au maximum sur cette question vitale de créer un poumon vert à cet endroit-là. Donc voilà, moi, je suis à votre disposition
Et puis il y a Joël aussi qui est dans l'association aux Arbres Citoyens qui pourra peut-être parler de son combat rue de Marseille. Et peut-être je laisse à Michel, comme ça vous permet aussi. Merci beaucoup Agnès pour cette présentation. Effectivement, c'est la transition toute trouvée du coup pour Michel, représentant de l'îlot Chaleur, de Chaleur, le pire de la Gironde. Donc, et voilà, vous expliquer un petit peu comment vous y travaillez. Alors moi je suis membre du collectif Amédée Sacré-Cœur qui a été créé en 2020 pour empêcher la construction de 2,5 hectares qui restent sur le site industriel d'Amédée de la SNCF. Nous nous battons contre 2 mastodontes, la SNCF qui n'a rien de public, c'est malheureux à dire mais c'est comme ça. On n'a pas réussi à avoir un seul rendez-vous avec la SNCF, pas un seul. Et Euratlantique qui est avec un statut d'OIN. Voilà. Malgré ça, on a gagné 2 victoires. D'abord, l'extension de cette ZAC à Amédée a dû passer par une enquête publique, ce qui n'était pas gagné d'avance, parce que théoriquement, ils allaient faire ça comme ça en douce. Et la mairie de Bordeaux a demandé un moratoire. Et à l'issue de ce moratoire, ils ont été obligés de reprendre l'enquête environnementale. Ce qu'ils ont fait, mais comme ils l'ont bâclé complètement, on l'a attaqué sur le fond et on a gagné, puisqu'en fait l'arrêté qu'avait pris le préfet a été annulé à la demande d'Euratlantique, pas à notre demande, pas à la demande du tribunal, à la demande du préfet. Ils ont refait une enquête environnementale et là on l'attaque sur le fond. Donc on en est là aujourd'hui. Ce qu'on réclame, nous, c'est un parc de 2,5 hectares de pleine terre et de conserver une halle en pierre qui est sur cet édifice et qui pourrait servir d'un tiers-lieu citoyen. Alors, en fait, ce qu'on cherche, c'est à revenir à l'état initial. À l'époque, ce site industriel avait 50 platanes centenaires. Voilà. Donc à l'époque, ils savaient déjà que les arbres, ça faisait la climatisation. Voilà. Nous, ce qu'on demande, c'est sur ces 2,5 hectares qu'on fasse un parc vraiment de pleine terre où les arbres puissent vraiment se développer. Voilà. Et que ça puisse servir vraiment de climatiseur. On réclame en fait 2,5 hectares simplement parce qu'il y a 2000 personnes qui sont arrivées sur Amédée Centre. Voilà. Et l'OMS préconise 14 mètres carrés par habitant d'espace vert. Si on multiplie 2000 par 14, ça fait 2 hectares 8. Il n'y a que 2 hectares 50, donc on va rester à 2 hectares 50. Voilà. Notre proposition, qui peut être complémentaire à la vôtre, ce serait que la loi oblige les promoteurs immobiliers à mettre ces 14 mètres carrés par habitant d'espace vert. Parce qu'aujourd'hui, c'est une préconisation de l'OMS, mais personne ne la respecte. Même pas la SNCF, qui est un État public, qui est c'est quand même incroyable. Voilà. Alors ça, c'est assez simple à faire, et au moins, on sait qu'il y a des îlots de chaleur autour. Voilà. Voilà. Dans ce quartier, il y a la mairie de Bordeaux et la métropole a requalifié une place, la place à côté de l'église du Sacré-Cœur, et ça a été fait en concertation, et c'est une réussite magnifique. Parce que les gens, même par ces temps très chauds, les enfants, ils vont sur le parc, les boulistes, ils continuent à jouer aux boules. Voilà. Parce qu'il y a un vrai îlot de chaleur. Voilà. De fraîcheur. Et ce qu'on demande, c'est de faire exactement la même chose sur Amédée Sud. Voilà. On a fait des relevés de température là, ce week-end. Hein, voilà. Donc on les a fait à 17h. Sur à l'abribus qui a été fait sur la nouvelle voie contre la SNCF, contre les voies de la SNCF, la température en surface était de 46,2 et la surface de l'air était à 39,7. À côté du cabinet médical, c'est-à-dire sur une bande, une voie pompier faite en béton, enfin en pavé bétonné, on était à 42,2 en surface et à 48 dans l'air. Et devant les immeubles ICF,
où il reste les 4 derniers platanes qui ont été plantés à l'époque, hein, on était en surface à 27,6 et en l'air à 32. Voilà, je crois qu'il n'y a pas photo, hein, ça veut tout dire. Hein. Voilà, donc si on cherche des solutions, ben elles sont assez simples, elles sont déjà trouvées. Ces arbres avaient été plantés en 1870, donc voilà, ils savaient ce qu'ils faisaient, et ils savaient qu'il y avait des gens qui travaillaient dessous, hein, puisque c'était des trucs, et pendant l'été, ils savaient que ça chauffait, et donc ils avaient mis des arbres. C'était pas complètement idiot. Voilà. On demande de faire simplement la même chose. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui, sur les relevés de température, je voulais aussi en profiter pour rebondir et pour dire effectivement à quel point le végétal et l'arbre en ville est important. Nous avons fait aussi mardi une campagne de mesures avec mon équipe, et effectivement entre la place Armagnac, tristement connue pour être un désert de béton et de goudron, il faisait température de l'air au-delà de 38, et nous nous sommes déplacés à quelques dizaines de mètres, peut-être 200 mètres de là, à la place André Meunier, qui effectivement est couverte de platanes, et on avait 6 degrés de moins que sur la place Armagnac. Donc voilà, c'est pour dire que la question de l'arbre, et c'est pour ça que je voudrais réinsister dans cette proposition de loi, la question des trames vertes, c'est en fait, ça paraît ambitieux, mais il ne faut pas croire qu'on va régler ces problèmes-là avec des pansements sur des jambes de bois. Il faut repenser entièrement la façon de construire la ville, et c'est un petit peu, je crois, ce que vous avez aussi entrepris avec le collectif Amédée Sacré-Cœur, c'est dire on ne peut plus avoir ces OIN, opérations d'intérêt national, qui urbanisent comme au siècle dernier, dans ce siècle-ci, et donc il faut repenser entièrement la façon dont on conçoit la ville. Et ça, je pense que malheureusement, on n'y est pas encore, en tout cas tous les élus n'y sont pas. Et voilà, si certains prennent conscience, comme voilà, le maire de Salles sur les espaces boisés classés, en tout cas les arbres, ce n'est pas le cas de toutes et tous. Donc j'espère que ça permettra de porter ce sujet-là et de se dire que maintenant l'urgence est telle qu'il faut aussi une ambition très forte sur la façon de construire nos villes et de les modifier aujourd'hui. Voilà. Arbre et surface, enfin sol aussi. Parce que arbre de pleine terre, parce que c'est pas si évident quand on dit planter un arbre, quel arbre, comment, que ce soit pas en boîte, et ils ont besoin d'avoir suffisamment d'espace pour pouvoir. Sinon, c'est pas, ils vont vivre 10 ans ou 15 ans et ça ne tient pas. C'est pour ça que voilà, la proposition qui est faite de trame verte, la définition qui est faite, c'est une bande d'au moins 5 mètres de large, comprenant des aliments d'arbres et accompagnée de fosses filantes de pleine terre. Donc voilà, ça c'est la fosse filante. Je pense que pour qui s'occupe un peu de végétaliser la ville, on sait quelle est l'importance d'avoir ces fosses filantes, et aussi l'adjonction du plan pluie qui permet de restaurer le cycle de l'eau et d'alimenter ces fosses filantes. Voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de répondre à vos questions si vous en avez. Alors, je vous remercie tous les trois, et je vous remercie, monsieur le député, pour cette proposition de loi qui appelle peut-être quelques commentaires et une question de remarque. C'est que quand on améliore la qualité des espaces publics avec ces projets notamment de trame verte, on améliore aussi l'accessibilité pour tout le monde. Je pense aujourd'hui aux personnes qui sont en fauteuil roulant ou à mobilité réduite, qui prennent beaucoup plus de temps que les autres à se déplacer et qui, par exemple, ne peuvent plus accéder aux services publics de base parce qu'en fait, la température, quand elle fait 57 degrés, on vous a envoyé un relevé sur l'asphalte, ces personnes-là, elles cuisent. Elles ne pourront pas survivre si on continue comme ça. Donc ces trames vertes, c'est pas seulement favoriser le bien-être de tous, mais c'est aussi en plus favoriser l'inclusivité de la ville et l'accès à l'espace public des populations les plus fragiles. Celles-là, les bébés, les enfants, les personnes âgées. Et ça me semble très important aussi pour déterminer le monde dans lequel on a envie de vivre. La deuxième chose, et j'en viens à ma question des transports publics, moi j'ai fait l'expérience là, des transports en commun bordelais, sans tram, puisqu'il y a une discontinuité de service public, avec le changement de bus obligé, porte de Bourgogne, sans ombre, sans rien, en plein cagnard, où il faut marcher, parce qu'on nous dépose à la porte et puis il faut ensuite marcher sur les quais à l'arrêt. Pas d'excuses, rien du tout, c'est 2,10 € le tarif.
Qu'est-ce qui se passe là? On a un maire écolo. Qu'est-ce qui se passe? Sincèrement, on est où là? Les bus climatisés, c'est la seule manière pour les populations les plus fragiles, pour les scolaires, pour les collégiens, pour les lycéens, pour les étudiants de se rafraîchir. On ne peut plus faire de vélo quand il fait 35 degrés, c'est impossible. Aller à Talence depuis le centre-ville, c'est 35 minutes. On cuit, on crame, et en plus les pistes ne sont pas aménagées. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans? Il faut là faire quelque chose d'urgence. D'urgence, parce que là, ce n'est pas seulement les plus fragiles qui vont mourir, c'est aussi tous ceux qui font des choix de mobilité vertueuse. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette loi pour éventuellement accompagner les communes dans ces mesures d'urgence quand il faut mettre à disposition les transports publics gratuitement en cas de canicule? Et en l'occurrence, accompagner les métropoles, puisque les mobilités ne sont pas une compétence des communes, mais une compétence des métropoles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans à la métropole, et non pas qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans à la commune, avec un maire écolo qui se bat pour ce que vous dites, qui, je trouve, est tout à fait pertinent. C'est la question. Alors, ça ne fait pas l'objet de cette proposition de loi qui est plutôt de penser comment on reconstruit la ville, et la question de trame verte, elle est celle aussi elle répond à cette question aussi par rapport aux personnes en situation de handicap, de sortir les transports motorisés de cet espace public, et donc avec des trajectoires ambitieuses, puisque c'est à l'échelle 2050, c'est un tiers, donc 30% de ces voies qui en fait sont démotorisées pour faire du cheminement doux. Après, c'est aux intercommunalités de prendre les mesures nécessaires d'urgence. C'est ce que je disais aussi en présentation, c'est un travail d'1 an qui n'avait pas vocation à répondre à une urgence, mais à répondre à un état de changement climatique global, avéré, qui s'inscrit sur un temps, on va dire, de moyen terme, puisque 2050 c'est demain, mais qui oblige à avoir des changements radicaux de politique. Alors oui, la question se pose, j'ai pas la réponse, je suis ni élu métropolitain, ni maire, mais se pose effectivement sur la façon dont aujourd'hui la métropole de Bordeaux, mais comme d'autres métropoles, répondent ou répondent pas à ces plans d'urgence, ou comment en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on a malheureusement un défaut d'anticipation, c'est-à-dire qu'un plan, il me semble qu'un plan canicule, ça ne se réfléchit pas quand la canicule est là, c'est-à-dire qu'on sait, il devrait y avoir un déclenchement automatique à partir du moment où le thermomètre dépasse un certain seuil, de dire effectivement les transports deviennent gratuits, les piscines quand elles existent sont ouvertes, je sais qu'il y a certaines communes qui le font, bon, voilà, mais je pense que c'est effectivement là une question qui se pose plus aux élus locaux. Ce sont aussi les préfets qui ont un rôle à jouer, et là c'est aussi la représentation nationale qui peut infléchir éventuellement par un cadre national. Si j'avais la moindre prise sur notre préfet de Gironde et ses prédécesseuses, ça se saurait, vous l'auriez vu. Malheureusement, je crois que c'est peine perdue, mais le cadre national, il permet, c'est ce que je en mets avec cette proposition de loi, d'obliger à des trajectoires et d'obliger effectivement tout le monde de changer, ceux qui sont volontaires comme ceux qui ne le sont pas. Après, est-ce qu'on peut aller dans ce niveau de détail d'obligation? Oui, je pense qu'il y a moyen de compléter et d'amender les propositions de loi, que ce soit celle-ci ou celle sur les logements boulevards, pour amender sur des mesures thermométriques, on va dire, c'est-à-dire au-delà d'un certain seuil. Mais après, la chaleur n'est pas ressentie pareil à Lille ou à Bordeaux, et donc les seuils vont être variables, pour avoir une obligation d'ouverture. Quand on disait recenser des îlots de fraîcheur dans cette proposition, c'est ça aussi. Les transports en commun peuvent être recensés comme des îlots de fraîcheur, et à ce moment-là déclencher effectivement un accès gratuit, ou en tout cas facilité à l'ensemble de la population à ces endroits. C'est un peu une réponse de Normand, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément la réponse immédiate à ces questions, qui sont éminemment politiques. Par ailleurs, peut-être juste pour compléter, la France Insoumise en fait, présente un plan plus large de lutte contre la canicule. Donc là, c'est des propositions plutôt sur le long terme pour adapter nos villes en fait, aux vagues de chaleur, mais il y a aussi des propositions d'urgence, par exemple pour adapter le droit du travail aux fortes chaleurs, et aussi vous mettre à disposition les piscines et les lieux climatisés au moment des vagues de chaleur. Donc ça se complète entre des mesures d'urgence et des mesures plus à long terme. On est sur 2 temporalités, et comme j'ai dit, là on est sur 2 échelles géographiques, cette proposition et celle de la Fondation pour le logement, et on est aussi sur des temporalités qui sont différentes. Et,
Lucie a raison de le rappeler, effectivement. Il y a des plans d'urgence qui sont, en tout cas, que nous on a pu proposer, mais qui sont développés ici ou là par des maires, par des élus d'Interco qui veulent agir. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Oui. Bon, très bien. C'est vrai que comme c'est le but d'une loi, c'est prospectif. Et j'apprécie une loi particulièrement le fait qu'il y ait au moins 2 mesures qui soient immédiates, la reconnaissance des arbres en faisant partie et qui ne coûtent rien. Bon. Donc, et c'est ce que Agnès et Michel ont dit là, c'est préserver l'existant. C'est-à-dire que tout ça, on compte sur vous pour le faire et on vous aidera dans ce sens, mais par contre, ça serait bien aussi de continuer et de nous aider à préserver l'existant. Parce que la reconnaissance des arbres, par exemple, serait un grand pas, et j'en ai l'expérience malheureusement depuis 4 ans et demi de lutte pour arriver à sauver un îlot de verdure de promoteurs gourmands qui rasent tout et qui nous font croire n'importe quoi, et bien évidemment qui sont adoubés. Bon. Bref, donc oui, il faut nous aider à préserver déjà les arbres existants et arrêter de nous vendre qu'un magnifique tilleul de 30 ans, on peut le remplacer par 2 arbrisseaux qui seront morts parce que, comme le dit Agnès, ils sont jusqu'au collet et que de toute façon ils ne respirent pas. Bon, voilà, juste, arrêtez de prendre des trucs. Oui. Voilà. Non, mais merci pour cette remarque qui est pertinente. Préserver l'existant, on essaye effectivement cette mesure de présomption par défaut d'espace boisé classé pour tous les arbres. Ça nous paraissait être effectivement la façon de remettre les choses à l'endroit. Et surtout de répondre en fait à ce qui a mis tout ça, je vais dire, cul par-dessus tête, pour être un peu trivial. Et notamment ce que vous dites, remplacer, on l'a vu, moi j'étais à Gambetta au moment où, voilà, où ce massacre a été fait, de dire on va remplacer un platane par des arbrisseaux. C'est ce qui est consacré par la loi malheureusement, mais quand on sera aux responsabilités tous ensemble, je pense qu'on pourra le changer. Le fameux triptyque ERC, éviter, réduire, compenser, qui est en fait pour moi un blanc-seing à oublier le E pour réduire ou compenser, et compenser souvent pécuniairement. Et on voit des aberrations tout le temps. Enfin, on travaille en ce moment aussi sur la question des futurs massacres sur les espaces naturels ou les espaces agricoles qui pourraient être provoqués par GPSO, la LGV, si elle venait à voir le jour. Et on nous dit aujourd'hui qu'il y a des mesures de compensation, parce qu'éviter c'est mort, réduire ils n'y pensent même pas, mais comment ils vont compenser en profitant de la crise viticole pour profiter de la renaturation de parcelles arrachées pour dire c'est la compensation de la LGV. Vous voyez le degré de cynisme. Sans compter qu'il y a carrément d'ordonne des bois, des vrais bois naturels qui sont rasés pour faire de la compensation. Vous savez, ça existe. Et pour faire donc planter du pin maritime ou de l'épicéa tout droit. Et donc là, ça compte. Donc ça existe en ce moment. Il y a plusieurs collectifs qui sont tout à fait. Il y a beaucoup de double peine en fait. Oui. Quoi. Donc, et cynisme absolu. Donc effectivement, on est prisonnier de cette logique en fait, de ce triptyque ERC et du fait que en fait, maintenant la compensation est devenue un marché. Parce que je vous parle de cette question là sur LGB, mais on voit aussi maintenant vous pouvez acheter des droits à compenser comme des droits à polluer. Et en fait, les mêmes causes produisant les mêmes effets, si vous mettez cette question de la compensation de l'écologie et du bien-être humain sur une logique marchande, forcément les effets seront les mêmes que ce que cette marchandisation de tout a provoqué sur nos vies aujourd'hui. C'est-à-dire la réduction massive des espaces verts pour y faire des activités lucratives, marchandes, commerçantes, etc., etc. Et donc voilà, on en est là. Moi je suis très très remonté sur ce triptyque ERC qui pour moi est l'arnaque du siècle. Enfin, pour être assez clair en tout cas, en termes d'écologie, je pense que c'est vraiment, on s'est fait enfumer. Les gens qui étaient, j'étais pas élu à cette époque-là, je pense que les gens qui ont accepté ça